Le 23 avril 1014, un vendredi saint, les plaines côtières au nord de Dublin s'apprêtaient à devenir le théâtre de l'un des affrontements les plus sanglants et les plus décisifs de l'histoire médiévale irlandaise. Ce jour-là, près de 20 000 hommes allaient s'entretuer dans une bataille qui durerait du lever au coucher du soleil, transformant les champs verdoyants en cimetières à ciel ouvert. Mais contrairement à ce que raconte la légende populaire, il ne s'agissait pas d'une simple guerre entre Irlandais et Vikings. La vérité était bien plus complexe, bien plus tordue et infiniment plus fascinante. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter plus de 2 siècles en arrière. En 795, les premiers dracars vikings ont émergé des brumes pour frapper les côtes irlandaises comme la foudre. Ces guerriers venus du nord ne cherchaient pas à s'installer, pas encore. Ils voulaient piller, violer, terroriser. Leur cible favorite, les monastères, ces sanctuaires chrétiens remplis de richesses et peuplés de moines sans défense. L'abbaye d'Iona fut l'une des premières à tomber, ses trésors sacrés arrachés par des mains païennes, tandis que les moines se cachaient dans les premières tours rondes jamais construites en Irlande, ces sentinelles de pierre érigées précisément pour échapper à la fureur scandinave. Mais au fil des décennies, les raids ponctuels se sont transformés en quelque chose de bien plus inquiétant. En 841, les Vikings ont posé leur drakkar pour de bon et ont fondé une colonie permanente sur le site de l'actuel Dublin. Ce n'était plus seulement une question de pillage et de fuite, ils venaient pour rester, pour bâtir, pour dominer. D'autres villes-comptoirs ont suivi. Waterford, Wexford, Cork, Limerick. Les Scandinaves ont apporté avec eux leur savoir-faire naval, leur sens du commerce, leur architecture, leur langue. Ils ont enseigné aux Irlandais l'art de naviguer en haute mer, ont ouvert des routes commerciales vers l'ensemble du monde connu. Dublin est devenu l'un des ports les plus actifs de toute l'Europe du Nord, capable d'accueillir jusqu'à 200 navires de guerre simultanément. Au milieu du Xe siècle, les Vikings contrôlaient des territoires considérables et exerçaient leur suprématie sur une grande partie de l'île. Mais ils n'étaient pas seuls maîtres. L'Irlande de cette époque ressemblait davantage à un échiquier chaotique où s'affrontaient entre 100 et 200 royaumes d'importance variable. Chaque chef de clan, chaque roi local rêvait de devenir Ard-ri, le haut roi d'Irlande, un titre prestigieux mais largement symbolique que se disputaient principalement les puissants Uí Néill du Nord. Dans ce contexte fragmenté, les Vikings n'étaient pas simplement des envahisseurs. Ils étaient devenus des acteurs politiques à part entière, des mercenaires recherchés, des alliés précieux dans les innombrables querelles intestines qui déchiraient l'île. Un roi irlandais ambitieux pouvait parfaitement recruter des guerriers scandinaves pour massacrer son voisin irlandais. C'était devenu la norme. Et puis est apparu Brian Boru. Brian mac Sénétig est né vers 941 dans le comté de Clare, au cœur du territoire du Dalgais, un petit royaume du Munster considéré comme mineur dans la hiérarchie complexe de l'Irlande médiévale. Son père, Sénétig mac Lorcain, était roi de Thomond, mais les Dalgais vivaient dans l'ombre des puissants Eoganacht, la dynastie qui contrôlait traditionnellement le Munster. Pour un garçon né dans ces conditions, devenir haut roi d'Irlande relevait du fantasme. Pourtant, Brian allait accomplir l'impossible. Son enfance fut marquée par la violence et la tragédie. Les Vikings de Limerick, menés par leur roi Ivar, terrorisaient la région, pillant, tuant, réduisant en esclavage. Selon la tradition, la mère de Brian fut brutalement assassinée par des guerriers scandinaves lors d'un de ses raids. Le jeune Brian n'oublia jamais. Cette blessure devint le moteur d'une vengeance qui allait durer toute sa vie. Aux côtés de son frère aîné Mahon, devenu roi de Thomond après la mort de leur père en 951, Brian commença à organiser la résistance contre les Vikings. La première grande victoire arriva à la bataille de Sulthuid dans le comté de Tipperary. Les frères Boru écrasèrent les forces d'Ivar dans un affrontement d'une violence inouïe. Mais Mahon commit alors une erreur fatale. Il conclut une trêve avec les Vikings, espérant consolider sa position. Brian, lui, refusait toute réconciliation avec ceux qui avaient tué sa mère. La tension entre les deux frères devint insupportable. Mahon finit par demander à Brian de partir. Ce dernier quitta le camp avec une poignée de fidèles, mais sa réputation de guerrier implacable se répandit rapidement.
Des hommes vinrent le rejoindre, attirés par sa détermination et sa haine féroce des Scandinaves. Son armée grossit. En 976, Mahon fut assassiné, vraisemblablement à l'instigation des Vikings et de leurs alliés irlandais. Brian explosa de rage. Il réunit ses forces et se lança dans une campagne de vengeance sauvage. À la bataille de Bealach-Leedstad, il anéantit ses ennemis dans un bain de sang qui le propulsa au rang de héros. Il devint roi de Munster en éliminant méthodiquement tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Puis il conquit le Leinster et força ses rois à se soumettre. En 998, il osa l'impensable. Il attaqua le territoire sacré des Uí-Néill dans le Meath, bravant ainsi la dynastie qui monopolisait le titre de haut-roi depuis des siècles. Le haut-roi de l'époque, Mael Sechnaill de Mor, n'avait pas le choix. En 997, il conclut un pacte avec Brian. Les deux hommes se partageraient le contrôle de l'Irlande. Mais ce n'était qu'un répit temporaire. Brian voulait tout. En 1002, Mael Sechnaill, épuisé et incapable de rivaliser avec la puissance croissante du roi du Munster, abdiqua. Brian Boru devint officiellement Ard ri Érenn, le haut-roi d'Irlande. Pour la première fois depuis des générations, un homme issu d'un petit royaume avait renversé l'ordre établi et s'était hissé au sommet du pouvoir. Mais cette victoire politique avait un prix. Brian avait fait des ennemis partout, et au cœur de cette toile d'araignée politique se trouvait une femme aussi dangereuse que magnifique. Dans l'histoire de Clontarf, une figure féminine émerge des chroniques médiévales avec une aura presque mythique. Gormfleth Ingen Murchada. Née vers 960 à Naas, dans le comté de Kildare, cette princesse du Leinster était la fille du roi Murchad macFinn et la sœur de Mael Morda, futur roi de Leinster. Les sagas nordiques et les annales irlandaises la décrivent comme étant d'une beauté exceptionnelle, mais aussi d'une intelligence redoutable et d'une ambition sans limite. Gormfleth n'était pas une simple spectatrice de l'histoire, elle en était une architecte. Son premier mariage l'unit à Olaf Cuaran, le roi viking de Dublin et ancien roi de York en Angleterre. De cette union naquit Sigtryg Silkbeard, qui deviendrait plus tard roi de Dublin. Quand Olaf perdit le pouvoir et finit par se retirer dans un monastère, où il mourut en 981, Gormfleth refusa de disparaître dans l'obscurité. Elle se remaria avec Mael Sechnaill II, le haut-roi d'Irlande de l'époque, celui-là même que Brian Boru allait plus tard renverser. Ce mariage lui donna un second fils, Conchobar. Mais Gormfleth n'était pas du genre à se contenter d'un rôle de simple épouse. Les chroniqueurs médiévaux, tous des hommes d'église qui voyaient d'un mauvais œil les femmes de pouvoir, la présentent comme une manipulatrice née, une séductrice sans scrupules qui utilisait sa beauté pour semer le chaos. La Njal saga islandaise affirme qu'elle était la plus belle de toutes les femmes et la meilleure en tout ce qui n'était pas en son pouvoir, mais on disait qu'elle faisait que des choses mauvaises là où elle avait du pouvoir. Cette description misogyne en dit long sur la peur qu'inspirait cette femme aux chroniqueurs de l'époque. En 999, après que Brian Boru eut écrasé les forces combinées de son fils Sigtryg et de son frère Mael Morda à la bataille de Glenmama, le vainqueur chercha à consolider sa domination par des alliances matrimoniales. Il donna sa propre fille, Slain, en mariage à Sigtryg, et épousa lui-même Gormfleth. C'était un arrangement purement politique, conçu pour sceller la paix entre Brian et le Leinster. Sigtryg retrouva son trône à Dublin. Brian pensait avoir neutralisé ses ennemis par la diplomatie. Mais Gormfleth avait d'autres plans. Le mariage fut bref et tumultueux. Vers 1010, Brian répudia Gormfleth et entra en conflit ouvert avec le Leinster. Humiliée, rejetée, furieuse, la princesse du Leinster décida de se venger. Selon les chroniques, elle devint alors l'âme de la conspiration qui allait mener à la bataille de Clontarf. Elle aurait poussé son frère Mael Morda à se révolter contre Brian. Elle aurait incité son fils Sigtryg à chercher des alliés à l'étranger. Et surtout, elle aurait promis sa propre main en mariage au chef viking qui accepterait de combattre le haut-roi. Sigtryg, manipulé par sa mère, offrit à la fois la main de Gormfleth et la couronne d'Irlande à quiconque tuerait Brian Boru.
Les historiens débattent encore aujourd'hui de la véracité de ces récits. Le Kogad Gaedel Regalaïb, le texte principal qui accuse Gormfleth d'avoir orchestré la guerre, fut écrit 1 siècle après les événements par des moines chrétiens qui cherchaient à glorifier Brian Boru en tant que défenseur de la foi contre les païens. Faire d'une femme puissante le bouc émissaire était pratique. Cela dit, même en écartant les exagérations, il ne fait aucun doute que Gormfleth jouait un rôle politique majeur. Elle avait été mariée successivement aux 3 hommes les plus puissants d'Irlande. Elle avait un fils qui régnait sur Dublin, une ville clé. Elle avait tous les motifs de vouloir la chute de Brian. Vraie instigatrice ou victime de la propagande médiévale? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1014, l'Irlande était au bord de l'explosion. Et Gormfleth, d'une manière ou d'une autre, se trouvait au centre de la tempête. En 1012, la paix fragile que Brian avait imposée à l'Irlande commença à se fissurer. Mael Morda, roi du Leinster et frère de Gormfleth, était techniquement un vassal du haut roi. Mais l'humiliation d'être soumis à Brian, combinée peut-être aux murmures venimeux de sa sœur, devint insupportable. Il se rebella ouvertement, ralliant à sa cause d'autres mécontents. Brian ne pouvait tolérer cette insubordination. S'il laissait le Leinster se détacher de son autorité, tout son édifice politique s'effondrerait. Les autres royaumes verraient là un signe de faiblesse et se révolteraient à leur tour. Pendant ce temps, des tensions éclataient également dans le nord. Mael Sechnai, l'ancien haut roi que Brian avait évincé, mais qu'il avait gardé comme allié par pragmatisme, était attaqué par le roi Fleitbertach Ua Neil du Senel Néogain, avec le soutien de l'Ulster. Brian, fidèle à ses engagements, vint en aide à Mael Sechnaill. Mais cette diversion permit à Sigtryg de Dublin et à Mael Morda de Leinster de frapper. Ils attaquèrent le Meath, territoire de Mael Sechnaill. Ce dernier riposta en envoyant son armée piller les alentours de Dublin jusqu'à Howth, mais il fut vaincu et perdit 200 hommes, dont son propre fils Flann. Sigtryg répondit en envoyant une flotte le long de la côte pour attaquer Cork, ville du Munster. Mais cette expédition échoua et le neveu de Sigtryg fut tué. La guerre totale était inévitable. En 1003, Brian rassembla son armée et marcha sur Dublin. Il établit son camp à Kilmainham, à l'ouest de la ville, sur les hauteurs. De septembre à décembre, il assiégea Dublin. Mais la ville tenait bon. Les habitants disposèrent de réserves suffisantes et les murailles étaient solides. Brian comprit qu'il n'emporterait pas Dublin facilement. C'est à ce moment que Sigtryg prit une décision audacieuse. Il leva le siège en personne et partit outre-mer chercher des renforts. Sa destination, les îles du Nord, ces territoires contrôlés par les Vikings depuis des générations. Il vogua d'abord vers les Orcades, archipel au nord de l'Écosse, où régnait le jarl Sigurd Lodvirson, un guerrier redoutable. Sigtryg arriva pendant les fêtes de Yule, le solstice d'hiver païen. Selon la Njals saga, il fut reçu avec les honneurs et s'assit entre Sigurd et son beau-frère, le jarl Gili des Hébrides. Sigtryg savait flatter les égaux. Il parle de gloire, de richesse, de la domination sur toute l'Irlande. Il promit à Sigurd la main de sa mère Gormfleth, décrite comme la plus belle femme de l'île, ainsi que le titre de roi d'Irlande s'il parvenait à tuer Brian Boru. Sigurd hésita. Ses conseillers le mirent en garde. Mais l'appât du gain et de la gloire fut le plus fort. Il accepta de débarquer à Dublin avec tous ses hommes avant le dimanche des Rameaux 1014. De là, Sigtryg se rendit à l'île de Man, où il rencontra un certain Brodir, un chef de guerre viking dont la réputation de férocité était légendaire. Brodir était décrit dans les sagas comme un homme immense, aux longs cheveux noirs, un guerrier redouté qui contrôlait l'île de Man avec son frère Ospak. Sigtryg lui fit la même offre qu'à Sigurd. Gormfleth, la couronne d'Irlande et tout le butin qu'il pourrait piller. Brodir accepta sans hésiter. Ironie du sort, son frère Ospak, après une violente dispute avec Brodir, décida de rejoindre le camp de Brian Boru avec une partie de ses hommes. Les deux frères allaient s'affronter dans la bataille à venir. Quand le printemps 1014 arriva, les flottes vikings convergèrent vers Dublin. Les dracars remplis de guerriers venus des Orcades, des Hébrides, de l'île de Man, d'Islande et même de Bretagne et de Cornouailles débarquèrent dans la baie de Dublin pendant la Semaine sainte.
Les chroniques parlent de 1000 hommes, rien que pour la flotte de Brodir. Ajoutée aux forces de Sigtryg, de Mael Morda et des autres alliés irlandais, la coalition anti-Brian représentait une armée formidable, disciplinée, équipée de cottes de mailles, armée de haches, d'épées et de boucliers ronds. Face à cette menace, Brian rassembla ses propres forces. Il pouvait compter sur les hommes du Munster, son royaume natal, mené par son fils Murchad mac Brian, un guerrier dans la force de l'âge. Il avait le soutien de Mael Secnail et des troupes du Mys. 2 rois du Connacht, Mael Rouaned Ua Haidin et Tadg Ua Selag, répondirent également à l'appel. Brian disposait aussi de ses propres vikings, les hiberno-scandinaves de Limerick, Waterford, Cork et Wexford, qui s'étaient intégrés à la société irlandaise et lui devaient allégeance. Et il y avait Ospak avec ses hommes de Man. Les chiffres exacts sont impossibles à déterminer avec certitude. Les chroniques médiévales exagèrent toujours les effectifs. Mais les historiens modernes estiment qu'environ 20 000 hommes, au total, se préparaient à s'affronter. C'était la plus grande armée jamais rassemblée en Irlande jusqu'alors. Le lieu choisi pour le combat, les plaines côtières de Clontarf, au nord de Dublin. Un terrain plat, proche de la mer, offrant suffisamment d'espace pour les manœuvres. Et surtout, une voie de retraite possible pour les Vikings vers leurs navires. Le vendredi saint, 23 avril 1014, tout était prêt. La bataille allait commencer. L'aube se leva sur Clontarf dans un silence étrange. Les 2 armées se faisaient de face, séparées par quelques centaines de mètres de terre nue. Du côté de Brian Boru, les hommes étaient nerveux, mais déterminés. Le haut roi, âgé de 73 ans, avait décidé de ne pas combattre lui-même. Trop vieux, trop précieux. Il resta en arrière, selon certaines sources dans une tente, selon d'autres dans un fossé couvert, entouré d'un mur de boucliers et d'une garde rapprochée. C'était un vendredi saint, jour sacré pour les chrétiens, et Brian, fervent catholique, voulait prier pour la victoire. Le commandement effectif de l'armée irlandaise revenait à Murchad, le fils de Brian. À ses côtés se trouvait son propre fils, Tuar Delbach, un adolescent de 15 ans qui vivait là son premier grand combat. Il y avait aussi Cudwilig, le frère de Brian, et divers chefs du Munster, du Connacht et du Meath. En première ligne, le Dal Jekais, le clan de Brian, les meilleurs guerriers du Munster, des hommes qui avaient combattu toute leur vie et qui ne connaissaient pas la peur. Derrière eux, les contingents alliés, moins lourdement armés, privilégiant les armes légères comme les javelots et les lances. De l'autre côté, l'armée de la coalition était organisée différemment. En première ligne, les Vikings étrangers. Brodir commandait le centre avec ses hommes de Man. Sigurd menait les guerriers des Orcades et des Hébrides. Un troisième chef, un certain Plet, décrit comme « le plus brave chevalier de tous les étrangers », dirigeait un autre contingent scandinave. Derrière eux se tenaient les Dublinois, commandés par Dubgal mac Amlaib et Gilasiarin mac Glún Iairn. Et en arrière-garde, les Leinstermen de Mael Morda. Sigtryg Silkbeard, lui, n'avait pas quitté Dublin. Il était resté à l'intérieur des murailles avec suffisamment d'hommes pour défendre la ville au cas où la bataille tournerait mal. De là-haut, depuis les remparts, il pouvait voir le champ de bataille. À ses côtés se trouvait son épouse Slane, qui se trouvait être la fille de Brian Boru. Quelle ironie tragique! Elle allait assister au massacre de sa propre famille. Vers 5h30 du matin, les 2 armées s'ébranlèrent. Les cornes résonnèrent, les cris de guerre éclatèrent. Les milliers d'hommes se ruèrent les uns sur les autres dans un fracas de métal et de chair. La bataille de Clontarf venait de commencer. Les premières heures furent d'une violence inouïe. Les Vikings en cotte de mailles, protégés par leurs boucliers circulaires, formaient un mur d'acier presque impénétrable. Leurs haches de combat fendaient les crânes et brisaient les membres avec une efficacité terrifiante. Mais les Irlandais, plus nombreux et combattant sur leur propre terre, se battaient avec une fureur désespérée. Murchad, le fils de Brian, se révéla être un chef de guerre exceptionnel. Il menait ses hommes de front, brandissant son épée, hurlant des ordres, inspirant ses guerriers par son courage. Les lignes s'entrechoquaient, se brisaient, se reformaient. Les hommes glissaient dans le sang et la boue. Les blessés hurlaient,
Les mourants râlaient. L'odeur du fer et de la mort envahissait l'air. Le combat se déroulait en mêlées confuses où il devenait impossible de distinguer amis d'ennemis. Des groupes se formaient, s'affrontaient, s'exterminaient. Des héros émergeaient brièvement avant de tomber sous les coups. Les Vikings lançaient leurs haches à double tranchant qui tournoyaient dans les airs avant de s'enfoncer dans les corps. Les Irlandais répondaient avec leurs javelots, leurs lances, leurs épées courtes. La bataille faisait rage depuis des heures quand la marée commença à monter. C'était prévu, attendu. Mais personne n'avait anticipé l'ampleur du carnage. Les Vikings, qui s'étaient mal abattus avec l'assurance de pouvoir rejoindre leur navire en cas de défaite, réalisaient maintenant qu'ils étaient piégés. Les Irlandais, galvanisés par cette situation, redoublèrent d'efforts. Murchad et ses hommes enfoncèrent les lignes scandinaves. Brodir, le chef de Man, vit ses guerriers commencer à fléchir. Sigurd des Orcades ordonna une retraite, mais c'était trop tard. Les hommes du Munster étaient partout, tuant, massacrant, ne faisant aucun prisonnier. Les Vikings essayèrent de fuir vers la mer, mais la marée était haute maintenant. L'eau leur arrivait à la taille, puis à la poitrine. Les cottes de mailles, qui les avaient protégés pendant la bataille, devenaient leur linceul. Le poids du métal les entraînait vers le fond. Des centaines, peut-être des milliers, se noyèrent en tentant d'atteindre les dracars. Les annales parlent de la baie de Dublin, transformée en tombeau liquide, remplie de cadavres flottants. Le Kogad Gaedel Regalaïb affirme que seulement 20 Vikings survécurent à cette journée. Chiffre exagéré, sans doute, mais qui donne une idée de l'ampleur du massacre. Du côté irlandais, les pertes étaient également catastrophiques. Murchad, le fils de Brian, après avoir combattu toute la journée avec une bravoure légendaire, fut finalement tué dans les dernières heures de la bataille. Son fils Tuardelbach, l'adolescent de 15 ans, périt à ses côtés. Cudwilig, le frère de Brian, tomba également. Des chefs du Connacht, du Meath, du Munster jonchèrent de champs de bataille. Les annales estiment que 4000 Irlandais furent tués. Du côté de la coalition, Mael Morda, le roi du Leinster qui avait déclenché cette guerre, fut abattu. Sigurd des Orcades mourut au combat. De nombreux autres chefs vikings trouvèrent la mort. Vers 6 heures du soir, après près de 12 heures de combat ininterrompu, la bataille était terminée. Les Irlandais avaient gagné, mais la victoire avait un goût amer. Des milliers de leurs meilleurs guerriers gisaient morts. Leurs chefs les plus valeureux étaient tombés. Et dans quelques minutes, la tragédie allait atteindre son apogée. Tandis que les derniers combats s'achevaient, que les survivants fouillaient les cadavres ou achevèrent les blessés, un petit groupe de Vikings en déroute fuyait à travers la plaine. Leur chef, Brodir de Man, était couvert de sang, épuisé, désespéré. Il savait que tout était perdu. Son armée avait été anéantie. Ses promesses de conquête s'étaient évaporées. Il ne pensait plus qu'à une chose, survivre, trouver un navire, fuir cette île maudite. C'est alors qu'il tomba sur la tente de Brian Boru. Les gardes du haut roi s'étaient éloignés, attirés par les derniers combats ou occupés à piller. Brian, l'homme de 73 ans qui avait unifié l'Irlande, qui avait vaincu tous ses ennemis, qui venait de remporter la plus grande victoire militaire de l'histoire irlandaise, se trouvait seul, ou presque. Selon certaines versions, il était en train de prier, remerciant Dieu pour la victoire. Selon d'autres, il reposait sur sa couche, épuisé par la tension de cette journée interminable. Brodir entra dans la tente, la hache à la main. Brian se leva, vit l'ennemi, saisit son épée. Les deux hommes s'affrontèrent. Le vieux roi combattit jusqu'au bout. Son épée trancha la jambe de Brodir, le faisant tomber. Mais au même instant, la hache du Viking s'abattit sur le crâne de Brian, lui fendant la tête. Brian Boru, le haut roi d'Irlande, l'homme qui avait brisé la domination viking, mourut sur le coup. Quand les gardes revinrent, ils trouvèrent les deux hommes gisant côte à côte. Brian mort, Brodir agonisant. Selon les chroniques, Brodir fut capturé vivant et torturé à mort. Une version affirme qu'Ulfreda, le beau-fils de Brian, lui ouvrit le ventre, cloua ses intestins à un arbre et le força à marcher autour jusqu'à ce qu'il se vide de ses entrailles. Vengeance barbare pour un meurtre qui allait changer le cours de l'histoire. Le corps de Brian fut transporté à Swords,
au nord de Dublin, où il fut reçu par le coarbe de Patrick, le chef traditionnel de l'Église d'Irlande. De là, il fut emmené à Armagh, capitale spirituelle de l'île, où il fut enterré après 12 jours de deuil national. Avec lui furent inhumés les corps de Murchad son fils et les têtes de Conaing, son neveu, et de Motla, roi des Déisi Mouman. Sur la pierre tombale de la cathédrale Saint-Patrick d'Armagh, une plaque rappelle encore aujourd'hui: sur le côté nord de la grande église fut déposé le corps de Brian Borohim, tué à Clontarf l'an 1014. Quand Donnchad, le fils cadet de Brian qui avait été envoyé en mission dans le sud et avait manqué la bataille, revint à Clontarf le lendemain, il découvrit un spectacle d'apocalypse. Des milliers de cadavres jonchaient la plaine. Son père était mort. Son frère Murchad était mort. Son neveu Tuardelbach était mort. Les meilleurs guerriers du Dal Gecais avaient été décimés. Il rallia les survivants et les ramena à Sen Corrad, la forteresse familiale. Puis, au lieu de consolider l'héritage de son père, il se lança dans une guerre de succession contre son demi-frère Tadc. En 1023, Donnchad ordonna l'assassinat de Tadc. Il régnerait sur le Munster pendant 40 ans, mais ne deviendrait jamais haut roi d'Irlande. Le rêve de Brian Boru d'une Irlande unifiée mourut avec lui à Clontarf. Mael Sechnail, l'ancien haut roi, reprit son titre et gouverna jusqu'à sa mort en 1022. Mais il n'avait plus l'autorité ni la puissance de Brian. Les royaumes irlandais retournèrent à leurs querelles habituelles. Pendant plus d'un siècle, l'Irlande resta fragmentée, divisée, affaiblie. Cette faiblesse allait avoir des conséquences tragiques. En 1169, un roi du Leinster nommé Diarmait mac Murchada, chassé de son trône par ses rivaux, commit l'erreur fatale d'inviter les Anglo-Normands à venir l'aider. Strongbow et ses chevaliers débarquèrent. L'Irlande ne se relèverait jamais vraiment de cette invasion. Elle resterait sous domination anglaise jusqu'au XXe siècle. Clontarf n'était donc pas la victoire glorieuse que célèbre la légende. C'était une victoire à la Pyrrhus, un triomphe empoisonné qui coûta à l'Irlande son meilleur roi, ses meilleurs guerriers et toute chance d'unification. Brian Boru avait réussi là où tous avaient échoué. Il avait soumis les Vikings, unifié les royaumes, imposé son autorité sur toute l'île. Mais en une seule journée, tout s'effondra. Contrairement à la légende populaire, la bataille de Clontarf ne sonna pas la fin de la présence viking en Irlande. Sigtryg Silkbeard, qui avait observé le massacre depuis les remparts de Dublin, conserva son trône pendant 22 ans supplémentaires, jusqu'en 1036. Il fut même assez puissant pour entreprendre un pèlerinage à Rome en 1028. Mais Dublin avait perdu son statut de grande puissance. En 1052, le roi du Leinster s'empara de la ville, marquant la première véritable suprématie irlandaise sur les Scandinaves. Les Vikings restèrent dans leur ville-comptoir de Dublin, Limerick, Cork, Waterford et Wexford. Ils continuèrent à commercer et à participer à la vie politique irlandaise, mais abandonnèrent leurs ambitions militaires. Ils comprirent que l'Irlande ne serait jamais conquise par la force. Progressivement, ils s'assimilèrent à la population gaélique, créant une nouvelle identité hybride. Les Hiberno-Scandinaves, descendants de Vikings qui se considéraient comme Irlandais tout en conservant certaines traditions nordiques. L'apport des Scandinaves fut considérable. Avant leur arrivée, l'Irlande n'avait pas de véritable ville. Les Vikings bâtirent un réseau urbain qui structura l'économie pour les siècles à venir. Ils enseignèrent aux Irlandais la navigation hauturière, ouvrant des routes commerciales vers toute l'Europe. Leurs techniques de construction navale, leurs dracars révolutionnaires, transformèrent le commerce maritime. Sans eux, l'Irlande serait restée isolée du reste du monde. Mais cette contribution ne peut effacer 2 siècles de terreur. Les pillages, les viols, l'esclavage, les massacres marquèrent profondément la mémoire irlandaise. Des milliers d'Irlandais furent vendus sur les marchés d'esclaves européens et arabes. Des monastères furent détruits, des trésors culturels perdus. Clontarf devint un symbole de résistance, même si la réalité était bien plus complexe qu'un simple conflit entre Celtes et Scandinaves. Gormflet, la princesse du Leinster qui avait été mariée aux 3 hommes les plus puissants d'Irlande, survécut à la bataille. Son fils Sigtryg également.
Ils étaient restés à l'abri pendant que des milliers mouraient. Brian était mort. Son frère Mael Morda était mort. Mais elle vivait encore. Les sources divergent sur son destin après 1014. Certaines affirment qu'elle se remaria avec Mael Sechnaï, d'autres qu'elle se retira de la vie politique. Elle mourut vers 1030, à 70 ans, emportant ses secrets avec elle. La légende fit d'elle la méchante de l'histoire, la femme fatale qui avait provoqué le carnage par orgueil et vengeance. Les moines qui rédigèrent les chroniques un siècle plus tard avaient besoin d'un coupable. Blâmer une femme puissante était commode, mais la vérité est probablement plus nuancée. Gormfleth était une survivante dans un monde d'hommes violents, utilisant les seules armes dont disposaient les femmes de son époque. Alliance matrimoniale, influence politique, manipulation. Dans une Irlande où les rois s'entretuaient constamment, elle avait joué le jeu et survécu plus longtemps que presque tous. Au fil des siècles, Clontarf fut transformé en mythe national. Brian Boru devint un héros quasi mythique, le roi parfait sacrifié pour sauver son peuple des païens vikings. Les historiens nationalistes du XIXe siècle glorifièrent la bataille comme preuve que les Irlandais pouvaient vaincre des occupants étrangers. Mais cette version héroïque occulte la réalité. Clontarf n'était pas une guerre de libération nationale, mais une guerre civile irlandaise compliquée où les Vikings servèrent de mercenaires des deux côtés. Brian Boru n'était pas un saint nationaliste, mais un conquérant impitoyable qui avait utilisé tous les moyens, y compris des alliances avec les Vikings, pour s'emparer du pouvoir. Il avait massacré des Irlandais autant que des Scandinaves. Pourtant, les mythes sont nécessaires. Ils donnent du sens, créent de la cohésion, inspirent les générations futures. Le mythe de Clontarf a aidé les Irlandais à maintenir leur identité pendant des siècles d'oppression. Il faut aussi déconstruire l'image simpliste du méchant viking. Les Scandinaves installés en Irlande n'étaient pas un bloc monolithique de barbares. C'étaient des colons, commerçants, artisans, fermiers, autant que des guerriers. Dublin devint l'un des ports les plus dynamiques d'Europe. Les fouilles archéologiques des années 1970 révélèrent une société urbaine sophistiquée où l'on fabriquait bijoux, armes, navires. Les raids vikings furent d'une brutalité extrême, certes, mais l'Irlande du IXe siècle n'était pas un paradis pacifique. Les rois irlandais s'entretuaient déjà. La violence était endémique. Les Vikings ajoutèrent simplement leur propre brutalité à un monde déjà violent. Si l'on devait résumer Clontarf en une phrase, le jour où l'Irlande gagna la bataille mais perdit la guerre. Brian Boru avait bâti quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis des siècles, l'Irlande avait un véritable haut roi reconnu par tous les royaumes. L'île était sur le point de devenir un royaume unifié, capable de rivaliser avec l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles. Mais en une seule journée, cette vision s'effondra. La mort de Brian, de son fils Murchad, de son petit-fils Tuardhelbach créa un vide impossible à combler. Les royaumes retournèrent à leurs querelles habituelles. Cette fragmentation rendit l'Irlande vulnérable aux invasions futures. Si Brian avait survécu, si Murchad avait vécu pour lui succéder, l'histoire aurait pu être radicalement différente. Une Irlande unifiée au XIe siècle aurait peut-être résisté aux Anglo-Normands au XIIe siècle. 8 siècles de domination coloniale auraient pu être évités. 1000 ans plus tard, Clontarf reste un mystère autant qu'un événement historique. Les sources primaires sont rares et contradictoires. Les motivations réelles des protagonistes demeurent opaques. Les historiens débattent encore de son impact exact. Mais peut-être est-ce mieux ainsi. Les mythes ont besoin de zones d'ombre pour prospérer. Le 23 avril 1014, près de 10 000 hommes périrent dans les plaines au nord de Dublin. Leurs corps nourrirent la terre irlandaise. Leur sang coula dans la baie. Leurs noms furent oubliés. Mais collectivement, ils façonnèrent l'histoire d'une nation. Aujourd'hui, le site de bataille est recouvert par la ville moderne. Des maisons, des routes, des parcs occupent l'endroit où des milliers d'hommes s'entretuèrent. Rien ne marque vraiment l'emplacement exact. Mais l'ombre de Clontarf plane encore sur l'Irlande, rappelant ce jour où tout aurait pu changer, où l'unité était à portée de main, avant d'être emportée par une hache viking dans la tente d'un vieux roi. Voilà ce qu'était vraiment Clontarf, non pas une épopée simple de héros contre méchants, mais une tragédie complexe
où tout le monde perdit quelque chose d'important. Une guerre civile déguisée en guerre de libération. Un moment charnière où l'Irlande vit son avenir lui glisser entre les doigts, emportée par les marées qui charriaient les cadavres de milliers de guerriers.